Mélanie, je vous donne la parole. Hein, et on est tout oui, hein, pour entendre ce que vous avez à nous dire et voyager un peu en Grèce. Hein, le beau jour arrive. Je ne sais pas au Canada, mais à Paris, il fait très beau. Hein, et c'est un temps donc qui est le même, hein, que celui qui doit faire à Karpathos en ce moment même. Oui. D'accord. Donc, je suis très heureuse de pouvoir présenter ce travail aujourd'hui pour la première séance de ces rencontres de la Seine. Donc, j'ai intitulé donc un voyage au cœur des Glendia, donc de ce village d'Olimbos. Le terme de Glendi, de manière générale, signifie divertissement. Simplement, à Olimbos, les habitants et les personnes originaires du village, même si elles n'y habitent pas, considèrent que le Glendi est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait où se situe l'île de Karpathos, mais voilà, j'ai remis une petite carte donc, assez ancienne. L'île se situe donc au sud de la Grèce. Là, nous avons l'île donc de Karpathos et le village d'Olimbos est situé dans le nord de l'île. Voilà. Une vue du village. La photo a été prise à la période de Pâques, à peu près avril-mai, donc un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui, évidemment. Et donc, je voulais vous parler donc, de ce Glendi aujourd'hui. Donc, le Glendi comporte plusieurs éléments. On a la présence d'un groupe d'amis qui s'appelle la Parea. Donc, le terme de Parea est très fréquent aussi en Grèce. Et donc là, à Olimbos, la Parea, elle est composée donc uniquement d'hommes. Seuls les hommes, en fait, participent musicalement au Glendi. Les femmes peuvent participer, mais dans une seconde partie du Glendi, au moment où il y a la danse. Là, c'est la seule présence féminine dans le Glendi. Et donc, parmi ces hommes, en fait, il y a ce qu'on appelle des Meraklides, Meraklis au singulier, qui sont en fait des fins connaisseurs de la musique, de l'improvisation, des chansons, des instruments, et qui savent apprécier les bonnes choses. Ils savent donner de l'entrain, ils savent danser et aussi partager leur expérience pour faire venir ce qu'on appelle le kefi. Donc le kefi, c'est une sorte d'entrain, de bonne humeur joyeuse, de bonne disposition, de manière générale. Et à Karpathos, ça prend un sens encore plus précis. C'est vraiment une disposition mentale. Et donc, ils décrivent ça comme une forme élevée d'expérience que l'on partage. C'est également une émotion qui est aussi partagée et qui se traduit par des pleurs, par des soupirs, par des gestes aussi de sympathie envers les autres participants. On a bien évidemment la présence de boissons alcoolisées, donc des alcools assez forts, qui permettent à la fois de stimuler l'inspiration des poètes, mais aussi de trouver cet état physique et psychique qui permet de faire naître le kefi. On va plonger directement dans le cœur de ce Glendi avec deux extraits vidéo tournés au moment des fêtes de Pâques. Αναστάσεις να με βοηθιάσει, να με βοηθιάσει. Και κάνα Κύπρο, τον έκανα Κύπρο, τον Ερακλή.
γέροντα μάτα σου. 한번 재미있게 하는 것도 그러면 안 끝내고 나서는 역시 파일을 시켜서는 ομπροστασκάλο μπάγκε σου ομπροστασκάλο μπάγκε σου ομπροστασκάλο μπάγκε σου που συχνό παντούμε ένα δούνα από σύγχρονο πάτουνε μπρος τα σκαλοπάτια σου που συχνό πατούνε θα βρουν από σύγχρονο πατούνε άιτες είναι όρτη σου είναι ό,τι σου σήμερα είναι όρτη σου σήμερα πάλι θα τη τιμούμε Πρώτο μεριακή κανάκι πρώτο μεράκι κανάκι πρώτο μεριακή πολλά σου χρεώσουμε κανάκι πρώτο μεράκι πολλά σου χρεώσουμε γιατί πολλά γιατί να μας έμαθες γιατί πολλά μας έμαθες και σε ευχαριστούμε
Je pense que je passerai le deuxième extrait en fait un petit peu plus tard. Donc, je vais vous présenter finalement les éléments qui permettent la tenue de ce Glendi. Et on va essayer de voir un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est plus qu'une simple fête, mais un simple divertissement. Donc, tout d'abord, on a la présence d'instruments qui est obligatoire. S'il devait y en avoir qu'un seul, eh ben, il en faut au moins un. C'est vraiment extrêmement rare de ne pas avoir d'instrument. C'est arrivé en fait au moment du confinement. Ils n'avaient pas le droit au départ de faire le Glendi. Et du coup, durant l'été, le Glendi a été autorisé. Simplement, il n'y avait pas d'instrumentiste à un moment donné. Et donc, ils ont chanté entièrement a cappella sans instrument. Mais c'est vraiment très rare. Donc, les instruments, ils sont au nombre de 3. On a tout d'abord la cornemuse, appelée à Olimbos Sambuna. C'est une cornemuse qui est de fabrication artisanale en peau de chèvre. Ensuite, on a la vielle lira, donc c'est un instrument à cordes frottées. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué quand le musicien en jouait, à la différence du violon, on ne pose pas les doigts en fait sur la corde, mais on pose l'ongle contre la corde sur le côté. Donc, ces deux instruments-là, la tsambuna et la lira, sont des instruments qui jouent la mélodie, sachant que la lira joue en fait sur 2 cordes à la fois et donc joue une double mélodie en quelque sorte. Et le troisième instrument, c'est le luth lauto, qui assure un accompagnement à la fois rythmique et aussi un petit peu harmonique. Alors, c'est pas de l'harmonie au sens qu'on a avec les gammes à l'occidental, puisque là, on est sur des modes. On joue uniquement des accords qui n'ont pas la fameuse tierce qui donne la couleur majeure ou mineure, pour permettre d'être dans les modes. Les instrumentistes sont placés toujours face à face, en quelque sorte. Ils forment un cercle et ils se font face. C'est une manière pour eux de pouvoir entendre ce qu'ils jouent, de garder à la fois le contact physique entre eux, mais aussi visuel. Il faut savoir que la plupart des musiques qu'ils jouent a une grande part d'improvisation. Et donc, comme l'instrument mélodique improvise, il faut que les autres instruments puissent suivre. Et s'ils sont comme ça face à face, ils ont le retour du son et ils n'ont pas besoin d'avoir de sonorisation pour pouvoir s'entendre. Donc, c'est la forme, disons, qu'ils prennent toujours où qu'ils se trouvent. Donc là, on a une photographie avec juste une lira et 2 lauto. Si on avait la tsambuna, elle serait placée à côté de la lira, mais toujours en petit cercle fermé. Le Glendi a toujours un ordre bien spécifique dans l'enchaînement des différents morceaux qui sont joués et des chansons qui sont interprétées. En règle générale, si le Glendi se déroule juste après la liturgie d'une fête orthodoxe, on a la reprise du tropère de la journée qui est chantée, donc évidemment a cappella. Et juste après, on enchaîne en général avec ce qu'on appelle des chansons de table qui se chantent aussi sans instrument, donc a cappella, qui sont des textes non improvisés et en général assez longs. Ça permet en quelque sorte de pouvoir s'échauffer la voix et de se retrouver autour d'un chant que tout le monde connaît. C'est à cette occasion justement qu'ils interprètent des chants qui sont assez anciens, qui datent souvent de la période byzantine, notamment des chants qu'on dit acritiques, qui racontent la vie des Acrites, ces fameux gardiens des frontières de l'Empire byzantin. Et ils ont aussi quelques chants dits cleftiques. Alors là, c'est plus étonnant, si je puis dire. C'est des chants qu'ils ont intégrés à leur répertoire au tout début du XXe siècle, parce que ce sont des chants qui viennent d'Épire. Donc, ce sont en fait des habitants d'Olimbos qui, étant partis en Épire, ont appris ces chants-là et les ont intégrés ensuite au répertoire. Ensuite, on a un autre chant qui est très important, et il débute toujours, disons, le Glendi en tant que chant avec accompagnement instrumental. C'est le chant qu'on appelle sirmatiko, qui se chante sur une mélodie bien spécifique, qui va servir pour interpréter différents textes poétiques, qui sont en général des textes narratifs, très longs également,
et qui datent aussi pour la plupart de la période byzantine ou même de la période ottomane. Donc, on a ainsi des légendes comme celle de Constantin le Jeune, qui grandit en une seule nuit et qui va délivrer son père prisonnier par les Sarrasins. Musicalement, c'est un chant assez intéressant. Comme il est très long, pour pouvoir varier un petit peu et attirer l'intérêt du public et surtout des chanteurs, on a musicalement une mélodie qui se présente en 3 parties, qui sont marquées par des changements de rythme, de tempo, et aussi des phrases mélodiques caractéristiques. Ensuite, on a la partie qui représente la plus grosse part du Glendi et qui est l'improvisation poétique chantée. J'y reviendrai en fait juste après. Et vers la fin de cette improvisation poétique, donc il peut durer vraiment des heures, 4, 5, 6, 7 ou 8 heures, durant lesquelles, bien évidemment, les instrumentistes ne s'arrêtent pas de jouer. Même quand un instrumentiste se fait remplacer par un autre, on a toujours une continuité dans la mélodie qui ne s'arrête pas. Donc, vers la fin de cette improvisation poétique, certains hommes se lèvent et donnent le signal que la danse peut commencer. Donc, ils commencent à danser entre eux et petit à petit, les jeunes femmes viennent s'intercaler entre les hommes pour la danse. Donc, la danse, elle est en 3 parties. On a déjà la partie lente, qu'on appelle Sianos Choros, qui en fait se termine sur la fin de l'improvisation poétique. Ensuite, on a une autre danse qui est la danse intermédiaire entre la danse lente et la danse rapide, qui s'appelle la danse gonatistos. On a les genoux qui se plient notamment dans le pas de danse de manière caractéristique. Et cette danse gonatistos, elle est assez courte finalement. C'est un petit peu une préparation pour la danse rapide et c'est une danse qui est chantée. Donc là, on a des textes qui ne sont pas improvisés également, qui sont avec des vers assez courts, c'est des vers de 7 syllabes ou de 8 syllabes. Et la caractéristique, c'est qu'à partir du moment où la danse gonatistos commence, on a l'entrée de la cornemuse tsambuna. Sur l'improvisation poétique chantée, c'est beaucoup plus rare que la tsambuna joue. En raison de son volume sonore très important, il est assez difficile d'arriver à passer au-dessus du son de la tsambuna. Donc, elle joue pour le chant sirmatico au début et elle revient au moment de la danse gonatistos. Et ensuite, on a la danse rapide, qu'on appelle panochoros, qui va durer tout le reste de la nuit jusqu'au petit matin, voire un peu plus. C'est en quelque sorte l'apothéose de ce Glendi, c'est la danse qui est attendue par tout le monde. C'est le lieu où les hommes vont pouvoir faire des figures en tête de danse et montrer leur prouesse. Ils vont pouvoir faire danser toutes les filles qui sont à côté d'eux. Et pour cette danse rapide, là, on a aussi la présence obligatoire de la cornemuse qui dirige la mélodie. Et là, on est vraiment dans une improvisation puisque le musicien, il va choisir des petits motifs très brefs, musicaux, qu'il va répéter un nombre de fois. Enfin, il décide en fait combien de fois il les répète. Et ensuite, il va les enchaîner avec d'autres petits motifs et ainsi de suite, donc pour avoir une continuité. On peut avoir de l'improvisation poétique sur cette danse rapide. C'est un petit peu plus rare, mais ça arrive quand même. Et là, il faut être vraiment très bon pour arriver à improviser sur la danse rapide parce que on a très peu le temps de réfléchir finalement à ce que l'on va improviser. Je vais donc revenir maintenant sur le cœur finalement de ce Glendi, ce sur quoi j'ai le plus travaillé pour ma thèse, c'est-à-dire l'improvisation poétique chantée. Cette improvisation poétique chantée, elle est connue sous le nom de mandinaves, c'est-à-dire un distique de 2 vers, qui sont des vers de 15 syllabes. Donc, on dit souvent que c'est un vers de 15 syllabes iambique, pour la bonne et simple raison que les accents toniques du vers sont placés de manière générale sur les syllabes paires du vers. Donc là, il y a des règles d'accentuation de ce vers.
que j'ai représenté ici sur un schéma. Donc, le vers de 15 syllabes se décompose en 2 hémistiches qui sont inégaux, bien évidemment. On a 8 syllabes et 7 syllabes. Il y a 2 accents qui sont obligatoires, l'un portant sur le premier hémistiche et l'autre sur le second. Donc, le premier accent obligatoire tombe sur la 6e syllabe ou la 8e syllabe. Et dans le second hémistiche, c'est la 14e syllabe. Ensuite, les syllabes paires, évidemment, peuvent être accentuées. Donc, ce n'est pas le cas pour tous les vers à chaque fois, bien évidemment, mais ça donne son rythme, justement, iambique au vers. Et après, on a quelques exceptions de syllabes impaires qui peuvent être accentuées. Et donc, c'est essentiellement la première syllabe de chaque hémistiche, donc la syllabe 1 et la syllabe 9. Et ensuite, on peut avoir aussi la syllabe 5, dans le cas où le premier hémistiche de 8 syllabes se scinde lui-même en deux sous-hémistiches de 4 syllabes. Ces vers sont assonancés. Dans certains cas, on a de la rime, mais la plupart du temps, c'est des assonances. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la terminaison, c'est les voyelles qui vont terminer le vers. Donc, il faut absolument que la voyelle de la 14e syllabe et la voyelle de la 15e syllabe soient identiques. Après, la consonne qui se trouve entre les deux, si consonne il y a, peut être différente, peu importe. On peut avoir, par exemple, le mot kronu qui va rimer avec ansropu. Donc, on a o, ou qui rime, qui est assonancé, et on a après la consonne qui est différente, un ni dans un cas et un pi dans l'autre. Et après, on a aussi des rimes vraiment à proprement parler par moment. On peut avoir, par exemple, le mot platilla qui va rimer avec amartilla. Ces vers poétiques sont improvisés en chantant et ils sont improvisés sur des airs qu'on appelle skopos. Et en fait, on pourrait les qualifier de timbres au sens d'un air qui préexiste au texte poétique et qui permet finalement d'improviser n'importe quel texte sur cette mélodie. Et pour former par la suite, bon, là dans ce cas-là, ce n'est pas une chanson à proprement parler, mais c'est un distique. Et ce terme de skopos est réservé à Olymbos spécifiquement pour tous les airs qui servent à l'improvisation poétique. Dans le cadre des chansons qui ne sont pas improvisées, on ne parlera pas de skopos, mais de melodia, donc mélodie tout simplement. Et les motifs mélodiques des instruments, notamment dans la danse, par exemple, panochoros, là, ils vont employer le terme de piavla pour les désigner. Ces airs qu'on rencontre à Olymbos seraient au nombre de 70. Alors 70 étant un nombre un petit peu symbolique à Olymbos. Ils expliquent là-bas qu'à l'origine, il y avait 70 familles qui ont créé ce village d'Olymbos, qu'il y a eu 70 morts dans un tremblement de terre. Donc voilà, on a une symbolique autour de ce chiffre 70, sachant qu'on n'entend jamais les 70 airs chantés au cours d'un seul glendi, et que finalement, les airs qu'on entendra au cours d'un glendi vont dépendre essentiellement des hommes qui vont être présents. Chaque homme a en général un air de prédilection sur lequel il aime chanter, et puis après, certains connaissent d'autres airs un petit peu différents et que d'autres ne vont pas connaître. Donc, on a certains airs qui reviennent vraiment très souvent, notamment parmi peut-être les plus simples. Et après, les musiciens, bien évidemment, sont ceux qui connaissent le plus possible d'airs, puisqu'ils doivent accompagner les chanteurs, les poètes, comme ils disent, pour leur improvisation poétique. Ce qui est un petit peu difficile, c'est que ces airs n'ont pas de nom spécifique. Donc, pour les reconnaître, c'est uniquement à l'oreille. Et le musicien, en fait, n'a pas besoin que l'air ait un nom, puisqu'on ne commande pas un nom. On ne va pas demander jouez-moi l'air, par exemple, l'air J'ai du bon tabac pour que j'improvise. Non, on va commencer à chanter cet air-là, et le musicien, il reconnaîtra dès les premières notes quel va être l'air interprété et va pouvoir ainsi accompagner le poète-chanteur pour le soutenir dans son improvisation. Alors, cette improvisation,
Elle ne se fait pas, bien évidemment, les 2 fois 15 syllabes en une seule fois. On a tout un processus, encore une fois, avec des règles, alors des règles qui ne sont pas écrites, qui sont implicites, mais qu'il faut respecter. Donc, chaque homme qui veut improviser, comme on ne sait pas à l'avance qui va prendre la parole, doit débuter sa prise de parole, justement, par une interjection qu'ils appellent tsakisma, qui se fait en général sur 2 notes. Alors, ça peut être un simple A qui est chanté, par exemple, pour annoncer, en fait, j'ai envie de prendre la parole, je vais improviser, donc je prends la parole. Il arrive par moment que 2 hommes lancent en même temps ce tsakisma. À ce moment-là, là aussi encore, on a des règles évidemment implicites. Si on est en présence d'une personne plus âgée, d'une personne plus jeune, le plus jeune va laisser la place à la personne la plus âgée. Si on est en présence de 2 personnes qui sont à peu près du même âge, là, la préférence est donnée à celui qui est considéré, donc encore une fois de manière un petit peu implicite, qui est considéré comme le plus grand improvisateur entre les 2. Ensuite, l'improvisation se fait en fait hémistiche par hémistiche. C'est-à-dire que le chanteur soliste, du coup, va improviser d'abord son premier hémistiche de 8 syllabes. Tous les autres hommes présents autour de lui vont répéter ce qu'il vient de chanter. Le soliste va ensuite reprendre, la plupart du temps, le premier hémistiche et va le compléter avec le second hémistiche. À nouveau, on a une reprise par tout le chœur des hommes présents. Et en fait, la même chose se produit pour le second vers du distique. La seule différence, c'est que généralement, à la fin de ce second vers, le chœur ne reprend pas le dernier hémistiche. Alors, il y a plusieurs raisons sans doute à cela. C'est que finalement, la reprise par le chœur permet au poète de pouvoir penser à la suite de son improvisation. Et donc, évidemment, à la fin, une fois qu'il a terminé son distique, il n'y a plus besoin de pouvoir réfléchir à l'improvisation. On a certains airs qui intercalent aussi un refrain entre les 2 vers du distique. Donc, ce sont des refrains qui reprennent des morceaux de chansons que tout le monde connaît. Et donc là, effectivement, ça permet encore une fois à l'improvisateur de pouvoir réfléchir à la suite de son distique. Les hémistiches sont rarement chantés aussi d'une seule traite parce que il faut arriver à associer les 8 syllabes du texte poétique avec la mélodie, qui n'a pas forcément que 8 notes. Et donc, pour cela, on a des répétitions de morceaux de mots, on a des césures, des reprises. Donc, pour former un tout, on a aussi l'ajout d'interjections, là encore, à l'intérieur de l'improvisation, qui permet aussi de lier finalement tout ça et d'adapter le texte à la musique. On a aussi un principe en fait de tuilage entre la fin de la reprise du chœur et le chant du soliste. C'est-à-dire que le soliste n'attend pas que le chœur ait terminé la reprise de l'hémistiche qu'il vient de chanter. Il va commencer à rechanter sur la fin. Donc, on a une superposition finalement de 2 morceaux de mélodie à un moment donné. Et c'est ce qu'on appelle un tuilage. Alors, les thèmes de ces improvisations sont vraiment très variés. On a... on trouve de tout, sachant simplement que tous les thèmes présents sont liés de près ou de loin au village d'Olimbos, à sa communauté villageoise, à son mode de fonctionnement et au village. On a par exemple la présence de la thématique des élections municipales. On a aussi le rapport qu'ils entretiennent avec les autres villages de l'île. Le thème de l'émigration, qui est très important chez eux. La plupart des Olympiotes n'habitent pas dans le village et sont éparpillés dans le monde, essentiellement donc au Pirée à Athènes, mais aussi à Rhodes et en Crète, donc des îles voisines. Après, ils sont présents essentiellement aux États-Unis, à Baltimore.
Et puis après, il y en a un petit peu aussi en Allemagne, en Australie, mais la plus grosse communauté, c'est vraiment à Baltimore, aux États-Unis. On évoque aussi les morts, on évoque les coutumes, et il y a quelque chose d'assez récurrent dans ces thématiques. Ils sont très attachés à cette coutume de célébrer donc, les fêtes orthodoxes, d'avoir des glendy qui suivent derrière dans la foulée, et d'avoir les processions qui se réalisent aussi. Et pour cela, il faut vraiment que les émigrés reviennent dans le village pour célébrer tout ça et pour participer au Glendy. Et donc, les années où, par exemple, les émigrés ne peuvent pas revenir massivement, une année à Pâques, par exemple, tous ceux qui habitent sur les îles voisines ou à Athènes n'ont pas pu venir parce que le bateau n'a pas circulé pour avarie de matériel. Et donc, il y avait vraiment très peu de personnes présentes. Et là, les thèmes développés ont vraiment tourné autour de l'exil qui est maudit parce qu'il empêche les villageois de revenir, qu'on n'est pas nombreux et que si ça continue, les coutumes vont se perdre et que le village va disparaître. Ça, c'est quelque chose qui est très présent depuis plusieurs années. La disparition du village, c'est une crainte qu'ils ont vraiment, qui est intégrée dans leur imaginaire. On a également des intercessions auprès des saints, dont on célèbre les fêtes, pour justement demander protection du village, protection aussi des villageois, leur apporter la santé, pour qu'ils puissent chaque année revenir et participer à ce Glendy. Donc, on est en présence, avec le Glendy qui se déroule à Olympos, d'un véritable rituel, finalement, qui prend toute son importance dans le village. Les changements de thème ne se font pas au hasard. Il faut avoir épuisé, comme ils disent, le premier thème qui est lancé. Sinon, on s'expose évidemment à ce qu'on nous reproche d'avoir changé de thématique alors qu'ils n'avaient pas fini de parler de la thématique développée. En général, d'ailleurs, ce sont plutôt les anciens qui lancent une thématique en début de Glendy et qui changent de thématique en cours de route, à condition que tout le monde ait bien épuisé le sujet. De la même manière, si on s'adresse à d'autres hommes présents pour les complimenter ou pour les remercier, on s'attend de manière implicite en retour à ce que cet homme prenne la parole lui aussi en chantant et réponde en quelque sorte à cette invitation. Et bien évidemment, s'il ne le fait pas, là encore, on peut avoir des reproches qui sont chantés. Donc, la mandinada, c'est vraiment quelque chose qui permet à la fois d'exprimer la joie, la tristesse, la nostalgie, mais aussi de dire des reproches. À partir du moment où c'est chanté, c'est quelque chose qui est accepté. Il y a une sorte un petit peu de catharsis quelque part derrière tout ça. Et donc, la performance est finalement ritualisée et chacun doit respecter ses codes sous-jacents pour pouvoir montrer que l'on connaît bien à la communauté. Il faut prendre la parole au juste moment. Et donc, un des Olympiotes me disait ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de distiques que l'on va improviser au cours d'un Glendy, mais finalement, c'est le propos que l'on va tenir. Et on peut très bien chanter un seul distique au cours de la soirée à partir du moment où on a improvisé quelque chose qui est vraiment important. Au cours de ce Glendy, on transmet les émotions. Je vous disais, il n'est pas rare que l'on pleure. Et je vais vous montrer justement un exemple.
πέρασμα σου δεν φέρει ζήσουμε σου πω όλοι για αυτό το κέρασμα και ο Χριστό που και το Χριστό που ανθρώπου χρόνια σε παντότινα κοντά σου. Donc là, on a pu voir que au début, le musicien remercie en fait un des Olympiades qui était présent, qui leur avait payé une bouteille pour boire. Et donc, au départ, tout le monde était un petit peu plaisante, on en voit qui rit aussi. Et au moment où deux autres hommes viennent s'installer autour de la table. Donc, le chanteur et musicien, donc Yannis Katiniaris, se met à chanter en disant venez pour participer parce que sinon la coutume va disparaître. Et là, au moment où il se met à pleurer, il fait aussi pleurer le musicien qui est tout autant ému que lui. Et donc voilà. Et après, le Glendi a commencé un petit peu autour de ça sur la question de la perte des coutumes, de la disparition, et ensuite ils ont enchaîné avec l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, où on remercie le doyen du village, donc le vieux monsieur, donc Yorgos, j'oublie son nom, qui était présent et qui a chanté, qui était au premier plan à droite, Kanakis, voilà, Yorgos Kanakis, et le doyen du village, il avait à l'époque 92 ans, donc il est toujours vivant et il chante encore, donc il est reconnu vraiment comme
le plus grand à l'heure actuelle des improvisateurs de Mandinades, sachant qu'il est un des derniers aussi d'une paréa d'amis qui sont décédés petit à petit. Et ça, c'est quelque chose aussi qui les marque beaucoup. À partir du moment où on a un musicien ou un chanteur qui décède, comme les mariages se font aussi beaucoup entre familles, on est plus ou moins tous parents, et donc là, les musiciens et chanteurs doivent porter le deuil et ne participent pas aussi aux fêtes. Donc, il peut arriver des années où on a un peu une pénurie d'instrumentistes à cause du décès d'un musicien. Donc, le chant permet finalement d'exprimer tout ce que la parole parlée ne permet pas. Et justement, les Olymbiotes, quand on les interroge sur comment ils perçoivent cette improvisation poétique, pour eux, ils considèrent que c'est une conversation qui se fait en musique. Et donc, pour eux, c'est comme s'ils discutaient finalement autour d'un verre dans un café, mais ils le font en chantant et en musique. Donc, il y a aussi l'idée que finalement, la première des choses à laquelle ils pensent quand ils ont besoin d'exprimer quelque chose, c'est vraiment la mandinada, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, mais aussi les emails, et ils correspondent en fait en mandinades à travers les emails. Et quand on s'écrit, nous par exemple aussi par email, ils m'écrivent en mandinades et je leur réponds comme ça. Donc c'est un moyen aussi de communiquer à travers Enfin, c'est une manière vraiment pour eux, c'est la première des choses qui leur vient à l'esprit, c'est ancré en eux et ils trouvent pas d'autres manières de pouvoir s'exprimer. Alors, moi, je vais un petit peu plus loin par rapport à ça. Ils ne pensent pas forcément que leur conversation en musique soit une joute poétique comme on en trouve en Méditerranée. Et en fait, je pense malgré tout qu'il y a un lien avec cette joute poétique dans le sens où on n'est pas en présence de deux chanteurs où l'un doit sortir vainqueur par rapport à l'autre, mais on est en fait, chaque villageois est en lutte finalement un petit peu avec lui-même et le Glenby se présente comme un rite d'agrégation pour montrer finalement et réaffirmer son appartenance à la communauté du village en montrant qu'on connaît encore les codes, même si on habite loin du village, qu'on n'est pas présent au quotidien dans le village. Et cette appartenance à la communauté, on montre qu'on est soudé, qu'on connaît encore les coutumes, qu'on les respecte, et ça renforce finalement la cohésion de ce village qui est dispersé dans le monde. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je peux peut-être si on a un petit peu de temps, je pourrais vous montrer un petit extrait avec de la danse si vous le souhaitez. Sinon, il serait peut-être temps de laisser un petit peu la parole pour des questions, si vous en avez, sachant que voilà, je ne pouvais pas tout présenter non plus et qu'il n'était pas question de vous assommer avec trop de présentations. Mélanie, merci beaucoup. C'est passionnant. Personnellement, je serais ravie de voir encore quelques extraits. Alors, je peux vous présenter, je ne sais pas combien de temps, un extrait encore de 5 minutes, si vous voulez.
Είναι δράση σε μεσημέρο, το μορφό κέρασμα σου, το μορφό σε μεσημέρο, το μορφό κέρασμα σου. Και τα αναστασίμο, και το αναστασίμο το φως, και το αναστασίμο, και το αναστασίμο το φως, και το αναστασίμο το φως, να είναι βοήθεια σου, να είναι βοήθεια, να είναι βοήθεια, να είναι βοήθεια σου. Andrea. Super. Alors, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Je vous parle depuis Montréal, donc ici, il est beaucoup plus tôt. Ça commence bien une journée. C'est formidable, vous nous avez emmenés en voyage. C'est vraiment très inspirant comme présentation, outre les détails et l'intérêt, bien sûr, scientifique. Moi, ma question, elle est d'ordre un peu méthodologie de terrain.
comment est-ce que vous vous y êtes pris pour justement être accepté, présenter votre travail, etc. Alors, effectivement, c'est intéressant de poser cette question parce que, bien sûr, c'est un univers essentiellement masculin. Et en tant que femme dans cet univers masculin, ça n'a pas été simple d'y accéder. Ce qui m'a facilité les choses, c'est bon, déjà le fait que je parlais la langue grecque, donc, et que j'avais un intérêt, c'est-à-dire que j'ai séjourné longtemps dans le village. Et je n'ai pas seulement assisté à des glendi, mais j'allais aux liturgies, je participais aux processions, je m'intéressais aussi à la vie du village, donc tout ce qui est fabrication artisanale, l'élevage aussi des animaux. Alors, j'ai beaucoup sympathisé avec des femmes aussi dans un premier temps. Donc évidemment le contact beaucoup plus facile bien évidemment et petit à petit bon, au départ les hommes me regardaient un peu curieusement évidemment, d'autant que là-bas dans les cafés les femmes n'y vont pas. On ne trouve aucune femme de la communauté olympiote qui est présente dans un café, c'est uniquement les touristes. Et donc, ils me voyaient toujours assister et rester tardivement avec eux, donc écouter et tout ça. Et certains m'ont posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je reste? Et le fait d'être musicienne, en fait, m'a énormément aidée. Parce que j'avais travaillé d'abord sur la crête et donc j'avais appris un petit peu les bases de la lyre crétoise. Et là, un jour, dans un café, il y a un musicien qui m'a dit bah, « Tiens, tu prends une lyra et puis tu vas jouer avec moi. » Donc là, je n'avais pas vraiment voilà, vraiment le choix. Donc, ils m'ont mis un petit peu à l'épreuve également aussi pour que je sois acceptée. Et puis, évidemment, petit à petit, ils trouvaient intéressant que je leur pose des questions. Et comme j'avais quand même des connaissances musicales, ils parlaient plus facilement de ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit à un moment donné, bah, voilà, si tu veux comprendre la musique, il faut boire avec nous. Donc, bah, j'ai dû aussi boire avec eux. Et après, ce qui a facilité aussi le contact vraiment avec eux, ils m'ont autorisé à les enregistrer. Certains m'ont demandé des fois les enregistrements que j'avais pu faire aussi. Et je me demandais comment je pouvais en quelque sorte les remercier aussi de m'avoir accueilli. Bon, il a fallu quand même un petit peu de temps. Et j'ai présenté un projet à la Maison des Cultures du Monde pour obtenir un prix que j'ai obtenu en 2014 et qui m'a permis en fait de les faire venir à Paris. Donc 2 années de suite. Et donc là, effectivement, au cours de ces séjours, on a vraiment lié des liens encore plus forts entre plusieurs musiciens et chanteurs. Et aussi, en même temps, je me suis beaucoup liée d'amitié avec des femmes. J'ai été invitée à des mariages, à des baptêmes. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on franchit à des enterrements aussi d'ailleurs. Enfin, donc à partir du moment où on est invité finalement chez eux, quand j'y vais maintenant, je suis invitée à manger un peu partout. Il faut que je passe voir tout le monde. Et voilà, c'est un peu Et on reste en contact évidemment régulièrement. Voilà. Mais oui, ce n'était pas évident au départ. Et je pense vraiment que la musique m'a ouvert les portes. Ils m'ont appris à chanter des chants. Donc, il y a une véritable immersion. Dans votre cas, il y a une immersion sur le terrain. Oui. Et il y a une rétribution, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on prend à la communauté, mais on donne aussi. Oui. On a beaucoup échangé par rapport à ça parce que ils ont voulu aussi. Ils sont actuellement dans une période un petit peu de sauvegarde. Ils ont obtenu la reconnaissance de leur glendi comme patrimoine immatériel de la Grèce. Et ils sont beaucoup eux-mêmes dans l'enregistrement pour la sauvegarde, pour pouvoir le diffuser aussi sur leur radio locale. Et donc, on a beaucoup échangé par rapport à ça parce que, en fait, j'ai mis aussi mes fichiers à leur disposition. Voilà, je considère que ce que j'ai filmé ou ce que j'ai photographié ou enregistré, ça m'appartient pas en fait. Donc, s'ils me le demandent, je leur donne aussi. Voilà, c'est une forme d'échange finalement, un peu sur la forme du don et du contre-don. Enfin, ça ne marche pas que dans un seul sens finalement. Absolument. Merci.
Une autre question? En fait, je m'excuse, moi j'aurais une autre question. Je dois préciser que je suis en train d'effectuer moi aussi un terrain dans un autre domaine, hein, c'est de la littérature produite par des traducteurs romis, mais je suis particulièrement intéressée par l'approche terrain et la dimension participative que vous avez clairement illustrée dans votre présentation. Et je me demandais si vous envisagez, parce que là, vous avez obtenu une reconnaissance déjà depuis 2014, un prix, etc. Donc, votre recherche est déjà reconnue visiblement en France. Envisagez-vous de faire des présentations en grec en Grèce? Il est prévu de faire une publication de la thèse en France, mais aussi après de la faire en grec et en Grèce pour justement faire connaître ce travail-là. Il y a eu quelques travaux déjà un petit peu autour de la musique de Karpassos, en Grèce aussi, un petit peu, mais pas avec forcément, pas tout à fait la même approche que j'ai pu avoir. Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur 3 fêtes du village, qui sont les fêtes principales pour lesquelles les émigrés reviennent massivement. Il y avait aussi une question un peu pratique, c'est-à-dire que contrairement au mariage ou au baptême où il faut vraiment connaître les gens, et en plus c'est un peu aléatoire, il n'y en a pas tout le temps, ces fêtes-là chaque année reviennent, donc il était très facile pour moi d'y aller chaque année et de pouvoir comprendre finalement le déroulement, et d'arriver à m'imprégner, et finalement plus j'y retourne, plus j'y vais, mieux j'arrive à être imprégnée de tout ce qui se passe. Mais oui, c'est envisagé de pouvoir, ne serait-ce que parce qu'eux aimeraient bien pouvoir, je peux leur donner la thèse en français, mais très peu comprennent le français, donc voilà, il vaut mieux passer en grec. Est-ce que ça pourrait être… Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui intéresse le centre Niarchos, par exemple, et les archives? Oui, ça pourrait. Parce que c'est vrai que là, pour le travail de la thèse, je me suis servi que d'une toute petite partie de ce que j'ai pu enregistrer finalement et filmer. Oui. Mais il y aurait, ne serait-ce que pour eux, j'envisage effectivement de pouvoir leur donner des fichiers qui puissent être conservés de manière pérenne pour leurs archives, parce qu'ils sont beaucoup dans la transmission aussi avec les jeunes. Donc la transmission se fait oralement, mais les plus jeunes regardent aussi maintenant enregistrent, filment et regardent beaucoup après pour se souvenir. La transmission se fait des plus vieux, évidemment, aux plus jeunes. Et donc, ils aiment bien réécouter des choses qui sont anciennes aussi pour pouvoir s'imprégner de Oui, parce que les plus jeunes doivent avoir une facilité bien plus grande que les anciens, avec tous les nouveaux outils qu'on a maintenant, de mettre des vidéos YouTube, d'enregistrer ça sur leur portable, etc., de se les envoyer. Donc, c'est sûr qu'il y a une transmission qui peut être effectivement beaucoup plus facile maintenant, en tout cas pour les jeunes, de récupérer tout ce matériel finalement. Oui, les jeunes souvent sont avec leur portable, se filment, enregistrent aussi. Oui. Certains m'ont déjà demandé aussi est-ce que c'est possible d'avoir ce que j'ai enregistré durant la soirée. Donc sur place, on s'est arrivé à se débrouiller avec à pouvoir leur donner parce qu'ils voulaient réécouter ce qu'il avait pu improviser. Mais ça, c'est souvent plus les femmes qui sont dans la sauvegarde. Parce que là, j'en ai pas parlé, mais donc les femmes assistent en fait au Glendy. Alors, pas forcément trop au début, mais elles arrivent quand même un petit peu plus à venir. À un moment donné, sur la vidéo, on voit une femme derrière qui passe et qui finalement s'arrête dans la cour et qui écoute. Et en fait, les femmes mémorisent tous les distiques qui sont improvisés. Elles commentent d'ailleurs après.
Et c'est un petit peu elles qui font la réputation ou non des hommes. Elles vont après critiquer, dire là c'est bien ce qu'il avait chanté, là non, là c'est… et c'est certaines tiennent des cahiers où elles transcrivent après ce qu'elles ont entendu, alors que les hommes, très souvent, pour la plupart, alors un peu moins pour les plus jeunes aujourd'hui, mais pour la plupart, en fait, une fois que c'est passé, en quelque sorte, c'est passé. Ils arrivent quand même à garder en mémoire ce qui s'est improvisé, d'autant qu'en fait, il ne faut absolument pas rechanter quelque chose qui a déjà été chanté auparavant, parce que ça ne se fait pas. Mais ils sont moins dans ils appellent ça les distiques de l'instant, mandinava distigmis. Et donc pour eux, une fois que c'est éphémère, une fois que c'est passé, on part sur autre chose finalement. D'autres actuellement, évidemment, avec cette question de patrimoine, de sauvegarde, ils ont tellement peur que la coutume disparaisse et qu'il n'y ait plus rien, que certains, alors pas les plus vieux évidemment, mais une certaine génération, 40, 50 ans, commence quand même à vouloir enregistrer pour préserver. Justement, moi, à ce sujet, j'ai une question. Est-ce qu'il existe des recueils sur… Alors, j'ai bien conscience que c'est une tradition de l'oralité, donc c'est très incongru de parler, de fixer et de publier éventuellement des recueils, mais moi j'établis un parallèle entre ces mandinades et les chatismata chypriotes et certains auteurs chypriotes qui ont écrit, alors soit dans le style d'une manifestation, de la poésie, et qui l'ont fixé avec un esprit justement très ancré sur l'actualité. C'est aussi un autre côté de ma question, c'est si tu peux développer un petit peu sur le côté ancré à l'actualité. Tu l'as développé en partie dans ton… C'est ancré. Est-ce que ça peut être du commentaire politique, par exemple? Est-ce que la liberté est totale parmi les interprètes? Ils vont parler de ce qui leur passe par la tête ou d'un sujet qui peut être en dehors du village, ou est-ce que c'est très très ancré à ce que vit la communauté et finalement ça reste sur la société du village et on sort pas trop de la politique? Est-ce que voilà. Alors, il n'y a pas de recueil à proprement parler de ces mandinades. Il y a quelques femmes qui tiennent des cahiers, mais ce n'est pas du tout publié. Les seuls recueils qu'on peut trouver, c'est des recueils des textes poétiques, des chansons qui ne sont pas improvisées. Et là, c'est un petit peu le problème qu'on a souvent dans ce recueil-là, c'est-à-dire qu'on a le texte qui est transcrit avec les différentes variantes éventuellement qui existent, mais il n'y a pas la mention de la musique. Ni de la mélodie sur laquelle ça se chante. Et donc, j'avais discuté avec un musicien qui m'avait dit, ce recueil-là, par exemple, il est bien parce qu'on a différents textes dont beaucoup ne se souviennent plus forcément. Mais si on ne sait pas sur quelle mélodie il faut le chanter, au final, d'avoir les textes, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ils ne sont pas du tout dans le côté publication de mandinades. Après, ils ont quand même le côté écrit des mandinades, c'est surtout les femmes. Parce que les fameuses lamentations, les miroloya qu'elles écrivent, ce sont des mandinades, et ça, elles les écrivent vraiment pour accrocher sur l'épitaphios, par exemple. Elles font des pages et des pages au moment des décès. Et après, c'est surtout elles qui passent par ce côté-là. Les hommes, ils viennent un petit peu. Ils ont 2 journaux qui publient les actualités du village, dans lequel il est fréquent de féliciter, alors soit les jeunes parce qu'ils ont obtenu un diplôme, soit de quelqu'un de la famille parce qu'il s'est marié, parce qu'il a obtenu une qualification. Et au départ, c'était surtout les femmes qui le faisaient, et petit à petit, les hommes sont en train de s'y mettre aussi, et ils développent beaucoup la mandinada écrite dans les emails, aussi dans tous les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça, mais plus dans le sens où ça leur permet aussi de communiquer de manière, disons, pour eux, naturelle. Mais publication de distiques, non, il n'y en a pas. Il y a juste un recueil qu'ils ont publié. C'est quelqu'un qui a enregistré différentes chansons et différents
différentes mandinavas, et qui finalement, pour présenter les mélodies qui les accompagnent, a fait une transcription en notation européenne, et du coup a mis le texte à chaque fois de la mandinava. Et donc ils avaient sorti dans un premier temps le livre, et il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti les disques pour accompagner. Donc moi, j'avais acheté le livre à l'époque et ils m'ont envoyé en cadeau le recueil avec tous les CD et les DVD pour l'audio qui accompagne. Pour revenir aux thématiques, c'est vraiment très libre, on peut vraiment tout dire. Donc, il n'y a aucune privation par rapport à ça. Et finalement, donc, la politique, c'est vraiment présent aussi. Au moment des élections qu'il y avait eu, on a eu vraiment quelque chose tout autour de ça, on critique. Pendant le confinement aussi, ou la pandémie, c'est quelque chose qui était très présent. Alors, ce n'est pas spécifique finalement à leur village, ça a touché toute la Grèce et tout le monde, mais ça a eu pour eux des répercussions assez importantes. Et ça, ils en ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup… donc, tout sujet, c'est pour ça que je disais de près ou de loin, globalement, on reste sur quelque chose, tout ce qui touche en fait la communauté. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais qui a vraiment, même de très très loin, un lien, même ténu, le plus ténu possible, avec la communauté. Alors, Constantin, vous voulez te poser une question, je crois. Alors, tout d'abord, toutes mes félicitations, Mélanie, pour votre intervention. Je suis désolé de ne pas avoir l'image. J'ai un problème technique avec la caméra, mais j'espère que vous m'entendez au moins. Bon, très bien. Alors, ça sera une question naïve, sans doute. Alors, cette question naïve vient d'un ami qui avait travaillé beaucoup sur la musique de Carpathos, qui s'appelle Giuliano Dagiolini. Mélanie, peut-être vous je le connais très bien, oui. Alors, Giuliano, c'était un ami, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est mon voisin, en fait. Dans le 10e toujours, boulevard Magenta. Rue de l'Ancry. Moi, je ne suis pas très loin. On est voisins, en fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, je sais que Giuliano, par exemple, a travaillé après sur la musique sarde. Est-ce que nous pouvons établir justement des relations, des rapports entre cette musique de Carpathos, ce que vous avez étudié, et la musique sarde? Est-ce que vous pensez que cela est possible? Et au-delà de la musique sarde, je profite de l'occasion de parler de Giuliano, parler de la polyphonie corse ou parler d'autre chose que la Méditerranée orientale que nous adorons toutes et tous. Alors, j'ai évoqué, là j'en ai pas trop parlé, mais j'ai tout un chapitre en fait dans la thèse qui porte un petit peu là-dessus, sur cette question notamment autour de la joute poétique. Oui. Et on a en préparation avec Jean Lambert un colloque là-dessus. Sur la question des joutes poétiques autour de toute la Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, pour essayer de voir un petit peu toutes les formes qui existent, parce qu'on a différents types finalement de joutes poétiques. Et il y a quand même un certain lien, malgré tout, avec aussi ce qu'on trouve en Sardaigne. Notamment, il y a un très beau livre qui a été écrit par Maria Manca, qui a travaillé justement sur les joutes poétiques de Sardaigne. Donc, il y a quand même des éléments qui sont communs, si je puis dire. Donc, eux, souvent, disent que ce n'est pas une joute parce qu'on part du principe que la joute, c'est un combat, finalement, et qu'il y a quelqu'un qui doit sortir vainqueur. Mais en cherchant un petit peu, j'ai trouvé qu'autrefois, on avait vraiment des moments de joute, notamment, par exemple, entre deux chanteurs qui s'invectivaient littéralement pendant la danse. La danse était le lieu où finalement les hommes cherchaient leur future épouse et donc ont montré ses capacités aussi. Et donc, on avait vraiment des propos assez venimeux d'ailleurs entre eux, et les femmes aussi visiblement pouvaient vraiment s'échanger des mandinaves assez violentes. Donc, il y avait quand même cette idée-là aussi avant. Je pense que ça a dû évoluer un petit peu dans le temps depuis qu'il y a de plus en plus d'Olympiotes qui vivent à l'étranger et qu'ils sont vraiment focalisés maintenant sur la sauvegarde des coutumes et sur la cohésion vraiment encore plus forte entre eux et pour le village.
Mais malgré tout, il arrive au cours des Glendy qu'on ait des distiques qui sont des véritables reproches. Lors d'un Glendy, par exemple, il y a un jeune homme qui était revenu. Il avait terminé son service militaire, il avait obtenu aussi un diplôme à l'université. Donc, il est revenu au village après quelques années d'absence. Et donc, il participe au Glendy. Tout le monde le félicite d'être revenu pour ses diplômes et tout ça. Donc, il répond une première fois. Donc, à nouveau, on lui fait plein de compliments. Et là, incapable, il n'arrive pas à chanter à nouveau pour, en quelque sorte, remercier de tout ce qu'on lui dit. Donc, les musiciens essayent un petit peu de relancer, mais ça ne marche pas. Et donc, il y a un autre homme qui change totalement de thématique et qui se met à parler d'autre chose pour passer à autre chose en quelque sorte. Et à ce moment-là, il y a un autre chanteur qui prend la parole et qui dit une mandinaves en disant là, ça ne va pas, vous êtes en train vous ne respectez pas les règles, il aurait dû répondre et chanter une mandinada, ce n'est pas normal, il faut… Et plusieurs fois, donc on a vraiment comme ça des Olympiades qui tiennent vraiment au respect de ces coutumes et des formes, finalement, des codes. Et voilà, une autre fois aussi, la thématique tournait autour de l'absence de certaines personnes due à leur décès. Donc, ça tournait autour… On fait souvent le lien, en fait, chez eux, entre l'exil, la mort, c'est vraiment assez proche. Et d'un seul coup, il y a un olympiote qui visiblement revenait des États-Unis, qui demande qui est-ce qui va me chanter pour moi une mandinava pour que je puisse bien intégrer le Glendy. Et donc, et là, on lui a reproché justement le fait de se mettre en avant et de demander à ce qu'on chante pour lui parce que ça ne se fait pas. Donc, c'est… Excusez-moi, Mélanie, au-delà de cette structuration discursive, est-ce qu'on peut imaginer des similitudes au niveau des tonalités, au niveau des mélodies, au niveau… Alors, au niveau des mélodies, non, parce qu'en fait, à Carpassos, c'est vraiment des mélodies. Et les joutes en Sardaigne, on est plus sur quelque chose un peu plus déclamé, c'est un peu plus rectotonal, enfin, du moins tout ce que j'ai pu entendre de la fête que Maria Manca avait enregistrée. Après, je n'ai pas tout écouté non plus, mais on est moins dans du mélodique parce que ce qui est le plus important, c'est le texte. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont pas d'instrument qui accompagne, alors qu'à Carpassos, l'instrument est obligatoire finalement pour accompagner. C'est un soutien finalement permanent. Et alors après, l'important n'est pas la mélodie. Le chanteur qui va prendre la parole, on ne l'appelle pas chanteur, il l'appelle poète, parce que le plus important, c'est vraiment ce qu'il va improviser. Et il peut très bien ne pas savoir chanter. Il y en a certains qui chantent vraiment faux, qui détonnent totalement. Certains qui vont se mettre à déclamer parce qu'ils n'ont pas de voix ou parce qu'ils n'arrivent pas à retenir la mélodie. Mais ce n'est pas grave, l'instrument derrière assure la mélodie, gère le soutien finalement continu. Et donc oui, il y a quand même des similitudes entre ces différentes formes. Et c'est pour ça qu'on envisage finalement une journée d'études ou un colloque autour de toutes ces formes pour essayer d'arriver à trouver quels peuvent être les points communs, quelles peuvent être les différences. Oui, parce qu'au niveau des polyphonies corses notamment, d'abord, il n'y a pas du tout d'instrumentaux et surtout, il y a une technique vocale qui est impressionnante. Oui, dans les polyphonies corses, même les polyphonies sardes, oui. Il n'y a pas du tout d'amateurisme au niveau du chant. On a vraiment des gens qui sont dans une technique vocale extrêmement pointue, qui travaillent, et donc, ce n'est pas du tout du même ordre, à mon avis. Les polyphonies corses, oui. Les polyphonies corses, c'est travaillé, alors que là, pas du tout. On peut ne pas avoir du tout de belle voix comme on peut l'entendre. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont dit celui-là c'est affreux la voix qu'il a. Je dis bah oui, mais bon c'est pas le but. Voilà, le but c'est pas d'avoir une voix de chanteur d'opéra. C'est vraiment le texte poétique qu'il va arriver à créer. Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Est-ce qu'on a bien la présence de métaphores, d'allusions? C'est surtout ça qui compte en fait. On n'a pas de confréries non plus, hein, n'est-ce pas? Non. Pas de confréries comme c'est le cas en Sardaigne ou en Corse. Hein, parce non, on n'a pas de confréries, non, exactement. Ouais. C'est quand même des différences intéressantes. Hein. Oui. Le groupe à Carpathos
ou une forme élémentaire de confrérie. Je ne sais pas comment ça se passe du tout. Alors, il n'y a pas de confrérie au sens, disons, religieux du terme. Après, on pourrait imaginer qu'on a des micro-confréries qui seraient constituées par les différentes pareas. Voilà. Parce qu'en fait, les femmes arrivent à improviser beaucoup plus facilement à partir du moment où ils sont avec des amis qui se connaissent vraiment depuis longtemps, ils ont l'habitude d'improviser entre eux, et là, ils arriveront plus facilement à pouvoir trouver l'inspiration. Donc, on pourrait imaginer effectivement que les différentes pareas qui sont constituées correspondraient à des micro-confréries, mais pas au sens religieux du terme. D'ailleurs, ils déclarent eux-mêmes que leur religion, c'est le Glendi. Oui. Ils sont orthodoxes, mais la religion, on est dans… Voilà, alors moi, je voudrais revenir un peu en arrière sur la question qu'Alexandre a posée tout à l'heure en parlant des chapismes chypriotes. Et comme dialectalement, en tout cas, on a une unité, un continuum entre le dodécanèse, la Crète et un peu plus éloigné Chypre. Et en tout cas, on sait qu'entre Karpathos et la Crète, il y a aussi au niveau de l'instrumentarium, même si la tsaboule est peut-être quelque chose de plus particulier à Karpathos, je voudrais savoir si c'est un cas vraiment unique à Olympos, parce que des madrilades, ça existe aussi en Crète. Mais est-ce que c'est le concept justement de ce Glendi qui fait la particularité de Karpathos, alors qu'on peut trouver en Crète ou ailleurs dans le Dodécanèse des madrilades et des improvisations aussi certainement localement. Alors, j'avais beaucoup discuté avec des musiciens crétois. Ils sont aussi, la mandinada, c'est aussi quelque chose de très important pour eux. Beaucoup de chansons actuellement sont créées avec des textes en fait sous forme de mandinades. On trouve encore dans des petits villages lors de fêtes, notamment de mariage ou de fêtes familiales, de l'improvisation poétique. J'ai beaucoup discuté à ce sujet avec Stelios Petrakis, qui était venu aussi à l'INALCO, qui m'a dit, globalement, ils ont un peu perdu le côté tout le temps improvisé de la mandinada, mais on peut le trouver encore lors de certaines occasions, pas au cours d'une fête vraiment publique, où là, les mandinades ont tendance à un moment donné à être reprises et répétées, voilà, un petit peu, première fois sans doute improvisées, et puis après répétées un petit peu comme des chansons. Alors, je ne pense pas que ce soit spécifique vraiment à Karpathos, parce que dans les autres villages, donc je suis allée aussi dans un village qui est plus au sud, qui s'appelle Mesochori, là aussi, ils ont le même type de Glendi. Et il y a d'ailleurs en fait une petite guerre, j'ai envie de dire, entre les villages là-bas, parce que bon, Olympos a demandé, ils ont obtenu la qualification de patrimoine immatériel pour leur Glendi, alors qu'un an avant, l'île de Karpathos dans son ensemble a obtenu aussi pour le Glendi la qualification de patrimoine. Voilà, donc il y a quand même des rivalités entre les villages, ça je l'ai vu. À Olympos, ils considèrent qu'ils sont les meilleurs, que c'est que chez eux et que les autres leur ont volé des airs et tout ça. Bon, ça, je pense que c'est des rivalités qui peuvent exister comme ça. Il y a aussi l'île de Kassos, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont aussi le même type de Glendi. Alors, est-ce que c'est autant ancré par rapport à leur communauté ou non? Ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille à Kassos pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais je pense qu'on trouve dans d'autres îles du Dodécanèse, alors peut-être moins de manière systématique finalement qu'à Olympos, mais on doit pouvoir trouver des moments qui ressemblent vraiment. Alors après, l'organisation à eux de leur Glendi est peut-être spécifique vraiment à Olympos, puisque le fameux chant Sirmatikos, on le trouve qu'à cet endroit-là. Donc après,
ils en font une spécificité, mais un Glendy comme ça, avec autant d'improvisation poétique, existe quand même ailleurs. Alors, est-ce que c'est aussi considéré comme un rituel dans d'autres villages ou dans d'autres îles? Il faudrait aller étudier, voir si c'est la même chose. Mais il y a vraiment un lien, effectivement, oui. Tout comme ils m'ont dit à un moment donné que la procession qu'ils faisaient le Lambritriti, donc le mardi après Pâques, c'était unique dans leur village. Et moi, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert qu'en fait, non, c'est pas unique. Il y a d'autres îles qui ont le même type de procession, pas forcément le même jour, mais dans le même esprit. Donc, il y a cette idée aussi de vouloir se rendre unique parce que ils ont une certaine renommée aussi et que beaucoup de gens viennent les voir. Mais bon, il faut arriver à relativiser aussi des fois ce qu'ils disent pour… Françoise a une question aussi. Alors, elle a peut-être été déjà posée, j'avais dû m'éclipser un moment. Est-ce que au niveau de la passation, pour les prochaines générations, j'ai remarqué des jeunes gens, des jeunes filles très actives. Au niveau de l'art, par contre, d'écrire les textes et au niveau de la culture film qui est transmise dans ces textes, est-ce qu'il y a une passation? Alors, il y a une passation, et là encore, les femmes jouent un rôle assez important, notamment pour tout ce qui est les chansons à texte assez long, parce qu'elles les utilisent en tant que texte pour raconter des histoires aux enfants. Et c'est aussi les femmes qui apprennent aux jeunes filles à danser. Donc, on a une transmission. Les jeunes gens, ils apprennent directement, en fait, en allant au café. C'est-à-dire que le café, là, j'en ai pas parlé, mais c'est un lieu où les femmes ne viennent pas, alors que sur la place du village, c'est une fête finalement qui est publique. Donc, les femmes sont présentes et peuvent juger. Et les jeunes gens sont autorisés, en quelque sorte, de manière implicite, encore une fois, à chanter sur la place publique que lorsque les plus vieux considèrent qu'ils sont capables de le faire. Et pour ça, le café, en fait, sert de lieu d'entraînement. C'est déjà un lieu de retrouvailles entre différentes générations. Donc, on a les plus anciens qui incitent les jeunes à chanter. Donc là, j'ai des enregistrements où les jeunes se trompent, doivent se reprendre, mais les plus anciens sont là pour les aider, leur donnent des indications, presque un petit peu des cours aussi de musique au niveau des instruments, comment jouer à tel endroit, écoute bien la différence entre tel instrument et tel instrumentiste et tel instrumentiste. Donc, il y a vraiment cette passation et je dirais que mais pour les garçons, elle se fait en quelque sorte en dehors des oreilles féminines. Voilà, mais c'est quelque chose de très important. C'est super intéressant, merci. Et pour ceux qui vivent en émigration, ils ont des associations locales donc d'Olympiotes et ils organisent des cours pour leur apprendre les instruments, pour qu'ils travaillent le chant, pour leur apprendre la danse, pour garder un lien et faire en sorte que, parce qu'en général, ceux qui habitent dans le village, ils apprennent en assistant, des bébés, tout petits, les femmes viennent avec les bébés en les portant sur le dos dans un grand drap. Donc, ils assistent dès vraiment la naissance aux fêtes et ils s'imprègnent littéralement de tout ce qu'ils entendent et après, par la suite, de ce qu'ils voient. Mais ceux qui ne vivent pas au village, évidemment, c'est un peu plus compliqué, d'où la mise en place de ces leçons pour continuer à transmettre. Et ça, permettre une dernière remarque, c'était vraiment intéressant quand vous avez dit que ce monsieur de la diaspora qui a demandé qu'on chante pour lui, et j'ai eu l'impression qu'il avait une attitude d'Américain, c'est-à-dire que quand tu vis dans la diaspora, ta culture change quand même, et c'était amusant ça. Oui, il y a des éléments. Alors, ils disent que leur Glendy, leurs mélodies sont restés les mêmes depuis très longtemps. Et quand on écoute des enregistrements plus anciens, on se rend compte que le tempo, en fait, s'est accéléré. Ils ont intégré, ils arrivent à intégrer des éléments qui viennent de l'extérieur. Par exemple, pour les boissons alcoolisées, à la base, c'est uniquement l'eau de vie qu'ils produisent localement. Et là, depuis pas mal d'années, ils ont intégré le whisky. Il y a beaucoup de bouteilles de whisky, effectivement. Oui, oui,
C'est assez impressionnant en fin de Glendy, mais j'ai un ami qui m'avait dit, finalement, si on compte le nombre d'hommes qui ont été présents durant toutes les heures du Glendy et le nombre de bouteilles, ça fait pas tant que ça d'alcool par personne. Bon, après, j'ai pas été faire le calcul, le ratio, mais... Donc voilà, par exemple, ils ont intégré cette idée de whisky et pareil aussi pour le costume, les hommes ne portent plus depuis très longtemps le costume et les femmes le mettent, alors les plus jeunes uniquement pour les fêtes, les femmes à partir de 45 jusqu'à 90 et au-delà le mettent vraiment au quotidien, le costume. Mais donc, il y a une porosité dans la tradition avec ce qui vient de la diaspora. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, ils arrivent à l'intégrer pour faire en sorte comme si ça a toujours fait partie finalement de la tradition. Le luth lauto, par exemple, n'existait pas à l'origine. Ils l'ont intégré entre les deux guerres dans les années 1920 à peu près. Avant, on avait juste la lira et la tsambuna. Donc, c'était vraiment les deux instruments. Et aujourd'hui, le lauto est très présent. Est-ce que c'est une influence de la Crète ou Alors, c'est possible. Là, les histoires pour dire qui a apporté l'instrument le premier sont assez vagues aussi. Celle qui revient le plus souvent, ce serait un olympiote qui serait revenu des États-Unis avec un luth, mais sans doute probablement un luth qui venait de Crète. Enfin, donc c'est un petit peu... et au départ, personne ne savait vraiment en jouer, donc bon, ils s'en sont pas trop servis au début, puis petit à petit... Mais c'est un des seuls instruments qui n'est pas fabriqué en fait vraiment localement, alors que les autres, oui, ils ont le... Finalement, heureusement que la tradition a une certaine porosité, parce que sinon, elle se scléroserait complètement. En fait, c'est ça, la tradition, c'est quelque chose qui est vivant, et finalement, si on cherche si on veut mettre des barrières pour éviter que des éléments extérieurs viennent s'intégrer, elle finit par mourir. Donc, alors, ils disent toujours, on garde, c'est toujours les mêmes coutumes, on n'a pas bougé, c'est les mêmes choses, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'ils ont réussi à intégrer pour qu'elle reste vivante, la tradition. Ça, c'est effectivement. Oui, mais Rémi, c'est moi. Écoute, le problème, Désolée. c'est que j'ai été coupée, donc et j'avais appelé le jeudi. C'était passionnant en tout cas. Et oui. Pour avoir lu attentivement la thèse de Mélanie, dès que le livre paraîtra, je vous le conseille vivement. Hein. On fera peut-être une présentation à l'occasion. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à remercier évidemment chaleureusement Mélanie et la féliciter encore une fois pour tout ce travail. Et on était peu nombreux, hein, on était une dizaine, mais il me semble que si ça vous a plu, ça va aller au-delà et peut-être qu'on aura de plus en plus, hein, puisqu'on compte multiplier ces rencontres. Hein, et on vous tiendra bien sûr au courant. Je pense que nous avons une question de Jacques Bouchard. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est d'abord pour féliciter Madame pour sa présentation et vous avez presque répondu à la question que je voulais poser. Est-ce que vous avez l'intention de publier votre thèse et en particulier une édition numérique pour qu'on puisse la télécharger? Donc oui, j'ai l'intention de publier. Après, de publier chez un éditeur qui me permettra de pouvoir intégrer de l'audio et de la vidéo. Enfin voilà, sous quelle forme, je ne sais pas encore, mais de pouvoir intégrer ça. Et donc je ne sais pas si c'est possible d'avoir une édition numérique. Je ferai en sorte que ça soit réalisé. L'édition numérique permet une meilleure intégration des fichiers audio et vidéo que l'édition papier. Mais il est vrai que sans des exemples enregistrés, juste avec une partition
qui est assez, comment dire, approximative. Oui, on ne peut pas trouver. Voilà. C'est impossible elle est juste pour donner une idée, mais en fait, voilà, c'est pas transcrivable en partition. Donc, Alors, oui. il me semble que les thèses sont accessibles en ligne. Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on peut la thèse en entier, hein, la thèse dans son entier, telle qu'elle est remise pour la soutenance, est consultable en ligne. Je me permets de vous contredire parce que les thèses françaises, il s'agit bien d'une thèse française. Oui. Parce que les thèses françaises, elles sont sur le site thèse.fr et on ne peut pas les télécharger, contrairement aux thèses canadiennes. En tout cas, à l'Université de Montréal, on a accès à toutes les maîtrises, à toutes les thèses. Moi, j'ai dû demander ou emprunter des thèses. Je n'ai pas pu. On a juste le résumé. Ah. Alors, je crois que c'est sur. Il me semble que c'est accessible et téléchargeable sur en fait la plateforme HAL, me semble-t-il. Mais je crois que pour le moment, vous ne trouverez en fait que le texte. Donc le volume et avec le volume d'annexe, mais je crois que les audios et les vidéos n'ont pas encore été mis parce que voilà, ils n'avaient pas tellement l'habitude de ce type de format et donc ils savaient pas trop comment faire. Mais le texte normalement est accessible. Quand le livre paraîtra, il y aura certainement un lien internet pour pouvoir avoir les presses de Langso, je ne fais pas de la pub, mais parce que je ne sais pas si ça va continuer, mais elles font des éditions augmentées. On peut avoir la version papier et en scannant avec une application sur le téléphone, on peut avoir des fichiers audio ou vidéo qui permettent d'illustrer en fait sa lecture. Alors je ne sais pas si ça va continuer, mais c'est techniquement possible. On était en discussion justement avec le directeur de thèse pour voir les presses de l'INALCO, puisqu'il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti un livre sur les chants des Indiens Wayampi, avec des travaux de Jean-Michel Baudet, en édition augmentée justement. Donc, c'est une piste de... On se quitte alors. Pour nous, Européens, c'est l'heure du dîner. Pour vous, Canadiens, c'est quoi? Québécois, Paracalo. Québécois. Excusez-moi. Oui, effectivement. Voilà, bon après-midi à vous. Bon après-midi, bonne soirée avec nous. Bonne soirée aux autres et à très bientôt, j'espère.